Nous devons maintenant prendre conscience et savoir que nous devons franchir un grand pas. Et franchir le grand pas, c'est aller au-delà de toutes les considérations, de tout ce qu'on pourrait faire pour nous empêcher d'être unis, d'être forts. Parce que quand on sait que quand on est unis, on est fort, on échappe à la domination, on échappe aux manipulations et on ouvre la porte à la construction d'une Afrique épanouie, d'une Afrique unie et d'une Afrique prospère où les réalités socio-culturelles constituent des repères pour le vrai développement. Honneur, respect, mes chers amours, enchanté de vous retrouver en bien pour cette émission diffusée hebdomadairement sur la chaîne Manzé Choublack. Nous avons déjà accueilli à notre émission un invité béninois, Monsieur Jules Diossou, et on a parlé exclusivement du dossier du frère Humvé. Consciente du poids de nos promesses, nous avons tenu à recevoir aujourd'hui un auguste invité béninois également, un frère, Monsieur Nikez Azomaru. Si je massacre le nom, vous allez m'excuser, mais vous savez, je ne parle ni Evé ni le Fongbe. On fera bien sûr le suivi sur le dossier du frère Humvé et de l'atmosphère sociopolitique qui domine au Bénin. Passons maintenant à une brève bio de notre invité. Donc, Monsieur Nikez Azomaru est un respectable journaliste et défenseur des droits de la personne. Il est actuellement en charge de la direction du quotidien La Couronne. Je dois vous avouer que notre invité m'a été vivement recommandé pour son honnêteté et son intégrité. Et donc, accueillons sans plus tarder notre invité, notre cher Monsieur Azomaru, pour cet entretien. Alors, comment allez-vous, Monsieur Azomaru? Non, je rends grâce au Seigneur. Je vous remercie pour m'avoir accordé cette priorité de m'exprimer par rapport à une information qui anime les colonnes de l'information et qui suscite assez de commentaires. Donc, j'apporterai ma contribution pour apporter la lumière qu'il faut afin que ce que je sais des différents sujets sociaux, politiques ou des différentes informations qui alimentent les colonnes des journaux et les éditions de flash sur nos radios et télévisions pour éclairer un peu l'opinion. Donc, je vous dis merci pour cette opportunité et je dis merci à tous ceux qui sont des friands ou bien à tous ceux qui font confiance à la chaîne Manzé Choublack pour ce qu'elle fait pour apporter sa pierre à l'édifice en ce qui concerne la construction d'un État crédible, uni et solidaire pour ce qui concerne les peuples africains. Encore merci, Monsieur Azomaru. Je vais devoir le faire parce que je le fais à tous nos invités et je vais vous demander la permission de vous tutoyer puisque on a depuis cette année demandé à tous nos invités cette permission-là. Donc, je tiens à le faire aussi parce que on veut démontrer à nos abonnés et à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on ne fait pas de différence entre nos invités. Et donc, c'est à vous de nous donner cette permission-là ou pas. Sentez-vous à l'aise de le faire d'ailleurs, l'un ou l'autre. Non, non, vous n'avez pas l'obligation de solliciter une permission. Tutoyez-moi. C'est pas la fin du monde. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'on sait que dans certaines cultures, on est tellement protocolaire, donc on essaye vraiment de respecter la volonté. Non, je vous comprends. C'est-à-dire ce que vous mettez en exergue est le fait des réalités socio-culturelles et on ne peut pas ne pas s'en passer. Mais à des moments donnés, on peut mettre entre parenthèses certaines réalités socio-culturelles pour franchir des étapes. Et je crois que nous sommes dans cette phase de tutoyer-moi, le problème ne se pose pas, c'est pas la fin du monde. Je crois que c'est pour le meilleur de nous tous et pour le meilleur de nos auditeurs, de tous ceux qui sont épris de paix et de justice et qui ont soif d'avoir témoignage, des commentaires et des appréciations de tout ce qui effraie la chronique, que ça soit dans les pays africains ou en Europe ou un peu partout. En tout cas, tout ce qui a trait à l'humanité et qui font que l'humanité s'éveille, s'unisse et regarde dans la même direction pour bâtir des États crédibles, des États de paix et de justice, pour
une convergence dans la conduite des politiques. Parce que sans la paix, on peut avoir la meilleure politique de développement du monde, ça ne sert à rien. Donc, unissons-nous, soyons honnêtes et transparents pour accomplir notre mission. Et notre mission, c'est la trace que nous allons laisser pour la postérité, pour les générations futures. Parce que vous savez, en Afrique et dans les pays, comment on appelle, exploité. Oui, relevant de l'afrodescendance, nous sommes très attachés à l'héritage. Et cet héritage qui doit nous permettre de nous retracer de belles histoires, qui doit nous permettre d'avoir des repères lesquels nous amènent à inscrire nos noms, nos faits et gestes dans les annales de ceux qui ont été quand même d'un intérêt pour l'humanité. Et je crois que c'est à cet exercice que nous sommes en train de nous prêter ce soir. Je vous dis une fois encore merci et merci à tous ceux qui font confiance à la chaîne et je crois qu'ils ne seront pas déçus. Merci encore. Alors, sans plus tarder, nous allons carrément entrer dans le sujet du frère Onvi. Nous avons vraiment essayé de suivre cette saga, ce qui se passait. On s'est rendu compte que les personnes qui étaient et qu'on disait être responsables de l'enlèvement, qui seraient responsables, on va continuer avec le conditionnel parce qu'on ne sait pas encore ce qui se passe, étaient déjà représentés à la cour et que M. Onvi, on avait compris qu'il devrait y revenir à la cour. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais j'ai eu l'impression à un moment donné de perdre les bouts. Alors, quel est le résultat actuel de cette situation-là? Non, ce qu'on pourrait dire par rapport au dossier Onvi, c'est que les ravisseurs qui étaient dans un premier temps poursuivis pour violation de territoire d'autrui en lien avec le droit international et séquestration et violation des droits humains ont été jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, et jugés et condamnés à des peines de prison, à 24 mois de peine de prison, dont 12 mois avec sursis, plus des amendes à payer d'un montant de 2 millions pour les faits de dommages et intérêts. Donc, le frère Onvi lui-même est toujours dans les liens de la détention et le dossier est en instruction puisque jusque-là, la juridiction a charge d'investiguer par rapport aux faits qui lui sont reprochés, n'ont pas encore livré un verdict disant s'il est un véritable coupable ou non. La seule chose qu'on connaît, c'est que le Togo a fait chose là. La justice togolaise a levé le mandat d'arrêt international contre les ravisseurs au motif de ce que Steve Amoussou est toujours dans les liens de la détention, est toujours dans les mains d'une juridiction qui a déjà condamné les ravisseurs. Et comme on ne peut pas condamner deux fois les mêmes personnes pour les mêmes faits, la justice togolaise a de lever cet embargo-là de poursuite contre les ravisseurs et a laissé la Cour de répression d'infraction qui connaît du dossier aller jusqu'au bout et il revient à la Cour de donner des suites à ce dossier dans les jours qui viennent pour situer les uns et les autres sur la réelle culpabilité du frère Onvi par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Donc je crois que ce qu'on peut retenir pour l'instant, c'est que les ravisseurs ont été condamnés par la CRIET et que la Cour, la justice togolaise a levé le mandat d'arrêt international contre les ravisseurs de Steve Amoussou. C'est ce qu'on peut retenir de façon fondamentale de cette affaire qui quand même ne manque de défrayer la chronique puisque l'élément le plus important c'est les conditions dans lesquelles Steve Amoussou a été pris constitue ce qui anime un peu la polémique, la manière dont le droit international a été violé, la manière dont cela n'a pas respecté les conditions humaines. Donc ce sont ces aspects-là qui animent la polémique et je crois que aux premières heures de l'annonce de cette affaire, ça chauffait presque dans tous les sens. Mais aujourd'hui, on a quand même demandé à tous ceux qui interviennent dans ce débat-là de laisser le temps au temps. Le temps au temps, ce n'est pas aller se reposer, s'asseoir, mais c'est de permettre à la justice pour qu'on n'insinue pas une certaine influence de l'opinion dans une affaire en instruction et permettre à la justice de faire son travail. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourrait revenir sur les conclusions pour voir quelle est la conclusion qu'il faut tirer
laquelle permettra de savoir si la juridiction a joué son rôle dans les conditions qu'il faut, avec les moyens qu'il faut et dans les normes. On aura le temps de faire, oui, on aura le temps de faire tous les commentaires pour permettre à l'opinion qui a soif, puisque tout ce qui attache à la paix, à la sécurité, vous savez, les Africains sont très regardants vis-à-vis de ces principes. Donc, quand il y a une question de violation, ça chauffe dans tous les sens et ça anime, comment on appelle, la vie. L'opinion publique. L'opinion publique, donc c'est un peu ça. Donc, on attend, puisque il y a déjà une condamnation des ravisseurs et que le Togo ait pris l'initiative de lever le mandat d'arrêt. Donc, on attend la justice, la criette, qui a déjà fait un pas dans le dossier, de faire le second pas pour nous permettre de savoir quel est le sort qui est réellement réservé à Steve Rumbi. Est-ce que le public, selon toi, a eu raison de s'inquiéter pour l'état de santé, les attitudes des autorités envers Monsieur Rumbi? Est-ce que pour ce que l'on voit maintenant, on avait eu raison de s'inquiéter? Est-ce que tout se passe correctement au niveau de santé? Il est bien, quand même, bien traité en prison? Est-ce qu'on a de ces nouvelles? Non, moi, ce que je ne pourrais dire oui ou non, parce que vous savez que nous sommes sur une chaîne qui apporte de l'information et nous ne devons pas animer la polémique pour en rajouter à la désinformation. Exactement. Il faut dire ce que nous savons et dire les choses avec les preuves qu'il faut. Exactement. Ce que je sais, c'est que beaucoup de citoyens s'inquiètent pour la santé du frère Rumbi. Beaucoup de démarches ont été faites pour en savoir de plus, mais ça n'a pas donné de suite favorable pouvant permettre d'éclairer l'opinion publique. C'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention des autorités béninoises sur le fait pour que si réellement, puisque c'est le responsable de l'administration pénitentiaire qui est le premier visé dans ce dossier avec son supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice, les conditions de détention répondent à des normes et tout détenu a des droits. Donc, il faudrait mettre en jeu ses atouts au profit du frère Rumbi pour lui permettre, si tant est que sa santé a reçu un coup et qu'il ne se sente pas à l'aise de faire recours au médecin de son choix pour avoir les soins qu'il faut afin de recourir sa santé. Ce n'est pas pour lui permettre des facilités ou bien d'insinuer des situations qui n'existent pas pour atteindre des objectifs de malice. Tout ce que nous demandons, c'est que les conditions de détention du frère Rumbi respectent le droit et les accords auxquels notre État est lié, que cela réponde aux règlements et aux conditions de détention. Si toutes ces conditions sont réunies, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter et de temps en temps, pour de ces genres de cas qui suscitent beaucoup d'attention, qui animent beaucoup la polémique, il faudrait que l'administration pénitentiaire ou des voies autorisées prennent la parole pour apaiser un temps soit peu les populations, surtout la famille de ces détenus en question. Il ne s'agit pas seulement du frère Rumbi, parce que aujourd'hui c'est ça qui anime la polémique, mais au-delà de frère Rumbi, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont maintenues dans les lieux de la détention et qui sont des humains et qui ont droit à un traitement humain. Donc c'est de ça qu'il est question, parce que on sait quand ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Et aujourd'hui, tu es libre, demain tu ne sais pas. Nous sommes tous des prisonniers qui s'ignorent, entre parenthèses. Donc nous devons faire beaucoup attention par rapport aux actes que nous posons pour que ces actes-là ne nous rattrapent pas demain. C'est en cela qu'il faut toujours marcher selon la droiture et dire rien que la vérité. Agir en fonction des lois et principes de la vie, puisque c'est ça qui sera votre repère par la suite, par rapport au témoignage, par rapport à tout ce qui sera dit sur vous pour vous permettre de retracer votre histoire par rapport à votre rapport dans la construction de l'humanité. Exactement. Donc maintenant, on attend, on va rester scotché quand même par rapport à ce qui se déroule dans ce dossier-là. Donc nous espérons à un certain moment ou probablement l'année prochaine qu'on aura plus de détails en ce qui concerne le dossier et ce que la justice veut en faire de ce dossier-là. Beaucoup de gens, de ce que je connais, beaucoup d'amis béninois me disaient le président ne dit rien par rapport à ce dossier. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que selon toi, le président aurait dû dire, aurait dû sortir un discours pour parler de ce dossier-là, ou est-ce qu'il a bien fait de rester en dehors de ce qui se passe au niveau légal sur ce dossier? Non, bon, si les gens, comment on appelle, demandent à ce que le président
parle du dossier, c'est parce que à un moment donné, ils ont voulu aller sur la piste du caractère politique du dossier. Parce qu'on estime que le frère Rumbi est au service d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas en phase avec le pouvoir en place. Mais tout ça là, ce ne sont que des suppositions. Ce ne sont que des suppositions puisqu'il n'y a aucune preuve matérielle. Il est vrai, le frère Rumbi fait des chroniques qui ne sont pas favorables au pouvoir en place. Mais est-ce que c'est ceux qui ne sont pas en phase avec le pouvoir qui lui demandent de faire ces chroniques? Il y a une grande interrogation. Et à cette interrogation, je ne saurais donner la réponse appropriée, à moins que Rumbi lui-même puisse le clarifier à l'une des auditions si une question lui est posée dans ce sens. Mais ce que je sais, et je comprends de la part de la démarche des citoyens qui voudraient que le président de la République accorde de l'importance au dossier, c'est peut-être en tant que le père de la nation et le père de tous. Et le père de la nation en tant que père de tous, on considère que le frère Rumbi est son fils. Et quand un fils vous offense, on regarde le caractère important, le caractère sacré pour laisser tout de côté, évoluer ou bien aller à des solutions pour dire on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire ça, dans le sens d'une évolution, dans le sens d'un changement de comportement. Mais je crois que pour ce qui me concerne, la situation n'est pas aussi préoccupante pour demander le père de la nation d'en faire une priorité. Si cela devait être le cas, il y a beaucoup d'autres dossiers qui retiennent l'attention. Quand je prends par exemple la détention de Rekiat Mardougou et de Joël Aïvor, qui sont quand même de grandes figures qui ont animé la vie politique, qui ont occupé de hautes fonctions. Vous savez que il y a aussi ce débat-là au plan national. Vous savez que les Béninois sont préoccupés ou certains Béninois sont très préoccupés. Mais en la matière, c'est le porte-parole du gouvernement qui est sorti à travers son point de presse ou bien ses échanges avec la presse pour donner la position du gouvernement par rapport à toutes les initiatives qui ont été prises, surtout celles portant sur le vote d'une loi d'amnistie. Donc, il y a autant de choses sur lesquelles je table pour montrer que si le père de la nation, si le président devait en faire une priorité, il aurait montré le chemin, pas à l'avènement de l'arrestation du frère Rumbi, mais déjà par l'arrestation et la condamnation de ceux dont je viens de vous parler. D'accord. Alors, ma prochaine question, c'est le Bénin, l'atmosphère sociopolitique actuelle. Est-ce que on sent qu'il y a l'espoir? Il devrait y avoir des élections, je crois, prochainement. Comment les gens se situent par rapport aux élections prochaines qui devraient arriver au Bénin? Non, toutes les formations politiques se mobilisent pour le tournant décisif de 2026. Donc, toutes les formations politiques se préparent à multiplier les rencontres sur le terrain avec les différents militants. Mais la grande question qui est au cœur des débats, c'est la loi électorale. C'est la loi électorale, puisque vous n'êtes pas sans savoir que des voix se sont levées pour demander à ce que l'on fasse une relecture de la loi, parce qu'elle n'accorde pas les mêmes chances à tous les acteurs politiques engagés dans le processus, ou bien à toutes les forces politiques engagées dans le processus. Mais les religieux l'ont fait, les acteurs politiques eux-mêmes l'ont fait, mais on attend le résultat, on attend la main tendue du système en place, incarné par son premier chef, qui est le père de la nation. On attend leur main tendue pour voir si on pourrait franchir cette étape de doléance-là, qui constitue pour les acteurs politiques, notamment les démocrates, une des conditions pour préparer les bases d'une élection crédible, équitable et juste. Tant qu'il n'y a pas de débat politique qui anime la vie politique aujourd'hui, sans parler du code électoral. Et ça, c'est un élément très important. On ne peut pas ne pas parler de comment les acteurs politiques, de comment les forces politiques se préparent sans évoquer cela. Ce serait faire une myopie politique. Donc, je crois que cette question de code électoral est très importante pour les acteurs politiques. Même pas plus tard que la semaine dernière, ça a fait l'objet d'émissions grand public sur des chaînes de radio où les acteurs politiques ont quand même émis leur point de vue, ont dénoncé comme ceux qui trouvent cette loi favorable leur permettant de prendre le contrôle des choses en 2026, que c'est la meilleure de toutes les lois. Donc, chacun tire le drap
de son côté. Mais je crois que ce qu'il faut faire, il vaut mieux. Si nous voulons préparer un pays de paix, écoutez. Je ne dis pas que la loi, elle est mauvaise, mais écoutez au moins ceux qui réclament une relecture de cette loi. Écoutez au moins la voix de ceux que je suppose être neutres, les religieux, pour voir les questions qui choquent, puisque ce n'est pas seulement une demande. La demande qui a été faite, la demande a été motivée. Et les faits, les aspects sur lesquels il faut intervenir pour rendre la loi un peu applicable à tous sans parti pris ont été évoqués. Donc je pense que c'est l'une des conditions si on veut quand même que ces élections se fassent, se gèrent comme des rencontres festives mettant aux prises toutes les forces politiques qui se tapent là-dessus amicalement et à la fin se retrouvent parce que bon, le peuple aurait tranché. Mais si on n'a pas cet atout-là, je crois que c'est un hic et ce hic, je ne saurais dire la suite parce que personne ne peut imaginer la suite. Est-ce que les gens vont participer aux élections de 2026 avec une loi qu'ils dénoncent? Est-ce qu'ils ne vont pas participer? Est-ce que cela ne renforce pas l'atmosphère de méfiance, de crise politique? Bon, c'est des interrogations et on ne peut que exhorter à ce que l'on puisse ramener la balle à terre et savoir que nous sommes dans un jeu de rôle et quand vous finissez, votre tour, vous laissez et quelqu'un d'autre vient et s'installe et fait. Ce n'est que de cette manière, on a toujours l'habitude de dire que la démocratie, c'est la confrontation des idées, même si c'est la dictature du plus fort, c'est quand même la confrontation des idées, la liberté d'expression. Donc, il faut permettre à travers les instruments juridiques que nous mettons en place que la transparence et la contradiction, le droit à la contradiction soit une réalité à travers ces différents textes. Donc, ce que je pense par rapport aux perspectives et qui déjà met en mouvement toutes les forces politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, qui ne manquent pas d'aller sur le terrain chaque jour pour aller doper le moral, pour aller convaincre les militants. Donc voilà un peu la situation. Est-ce que l'opposition est vraiment forte? Est-ce que l'opposition est respectée sur le terrain? Est-ce que l'on pense effectivement s'il y a des élections et qu'on regarde, qu'on écoute le peuple par rapport au code et tout ça, est-ce qu'il y a une opposition qui fait en sorte que les Béninois et Béninoises peuvent rêver à de meilleures options, à un avenir meilleur? Non, au regard de tout ce qui s'observe, au regard des commentaires qui se font, au regard de la situation sociopolitique, il y a le sentiment d'un profond changement. Mais si ce changement doit s'observer, il faut mettre en place des mécanismes qui facilitent ce changement. Si ces mécanismes ne sont pas installés, ça veut dire que même si la détermination, elle est là, elle sera étouffée par les différents organes habilités à transcrire dans les faits la volonté et la manifestation du peuple. Et c'est ça. Donc, ce n'est pas que, je vous ai dit tantôt, que ça soit l'opposition comme la mouvance, tout, chacun des acteurs, chaque force politique va sur le terrain, va convaincre ses militants, pose des pas 2026, le tournant de 2026 soit favorable à lui, mais les différents organes habilités à être l'arbitre du jeu électoral ont une grande partition à jouer. Et cette grande partition à jouer, bon, par exemple, il y a les démocrates qui disent que mais quand il y a un jeu et il y a un arbitre qui est contre vous, ça veut dire que vous avez deux ennemis. Donc, ils estiment que, au regard d'un certain nombre de dispositions législatives, ils devaient être dans l'économie des différents membres ou bien des différentes structures qui organisent l'arbitrage du jeu politique. Et il y a consultation du peuple. Et que aujourd'hui, on ne leur donne pas l'occasion d'être représentés dans ces instances. Et que par conséquent, quelle que soit la volonté, quelle que soit la détermination pour montrer qu'on est en train de préparer des consultations transparentes, eux, ils ne font pas foi à ça. Donc, il y a un véritable souci. Et le souci, c'est la correction du test électoral pour permettre à chacun d'aller. Les gens ne se sentent pas rassurés parce que même s'ils y participent, ils expriment leurs préoccupations, cela ne va pas transparaître dans ce qui sera restitué comme résultat, peuvent faire l'objet de boycotter. Donc, le plus grand combat, c'est le combat de réussir à faire
entendre raison à ceux qui sont là aujourd'hui pour qu'ils puissent faciliter la relecture de ce code-là électoral, de cette loi électorale pour une avancée et un renforcement de la démocratie dans notre pays. On va devoir y revenir et j'espère que tu vas devenir un allié sûr, un collaborateur de la chaîne pour faire le suivi de ce qui se passe au Bénin parce qu'il y a énormément qu'on aimerait parler. Il y a tous ces aspects-là, les relations aussi du Bénin avec les pays limitrophes. On aimerait entrer dans plein de choses, mais on va rester sur ces éléments-là. Il y a une question qui me brûle les lèvres et qui fait l'objet de beaucoup de discussions avec des panafricanistes que je connais à travers le monde et qui suivent le frère Kémy Séba. Alors, on aimerait savoir est-ce qu'officiellement il sera candidat ou est-ce qu'il a dit clairement qu'il le sera pour les élections de 2026 et quelle est l'opinion de nos frères et sœurs béninois sur son éventuelle candidature à la présidentielle? Non, le frère Kémy Séba n'a encore fait jusqu'à la date d'aujourd'hui aucune déclaration pour montrer qu'il est candidat. S'il a les intentions, il est libre en tant que citoyen béninois s'il remplit les conditions de poser sa candidature. Et il revient aux Béninois de lui accorder ou non la confiance. Mais je crois que pour l'instant, pour ce que je connais de lui, ce n'est pas sa préoccupation. Peut-être qu'il a cette préoccupation à cœur, mais il ne l'a pas encore exprimée. Si c'est ça, qu'il l'exprime et qu'il laisse le temps aux citoyens béninois de l'apprécier et de le renforcer dans cette détermination parce qu'il aurait un agenda ou bien un programme, comme on appelle, qui prépare des politiques de mieux-être aux Béninois. Mais pour l'instant, je ne crois pas. Il est vrai qu'il est aussi dans le débat et il prend des positions par rapport à un certain nombre de débats, que ce soit au plan national comme régional et international. Et il est très actif. Mais à travers ça, il n'a pas encore clairement affiché son intention d'être candidat. Si c'est le cas, je l'encourage. Je ne peux pas lui refuser de ne pas être candidat. Il lui revient de mesurer la portée de cette ambition et de voir s'il a les moyens qu'il faut pour aller à l'assaut des électeurs béninois, les convaincre pour qu'ils soient ralliés à sa cause. C'est l'élément le plus important. Sinon, je n'ai rien contre sa candidature pour les présidentielles. S'il remplit les conditions qu'il faut, c'est au peuple qui va adresser son message et le peuple qui est le détenteur du pouvoir au moment opportun va arbitrer. S'il remplit les conditions, il n'y a pas de problème. Que faut-il, parce qu'on va chuter pour terminer cet entretien-là, comme question pour chuter, qu'est-ce qu'il faut, selon toi, retenir maintenant du Bénin, de l'atmosphère générale du Bénin, en tant que panafricanistes qui sommes là, qui veulent voir tous nos pays avancer vers le développement socio-économique et politique? Il y a beaucoup de pas à poser et je pense qu'il y a déjà des efforts qui se font dans le domaine du tourisme religieux à travers la valorisation de nos cultures, du vaudou. C'est déjà un grand pas. À travers cette promotion de nos valeurs traditionnelles et endogènes pour vendre la destination béninoise. Mais cela ne peut, dans la réalité, apporter quelque chose de concret aux Béninois que si nous sommes dans un pays de paix, dans un pays où nous sommes en synergie de collaboration avec ceux qui nous entourent. Je crois qu'il y a aussi un grand pas à faire en ce qui concerne le renforcement de la paix. Vous êtes sans savoir qu'en dehors de l'affaire Frère Rumbi, il y a aussi une autre qui est liée à l'arrestation de deux proches pouvoir en place, à savoir Olivier Boko et Oswald Oumeki. Oswald Oumeki qui a été ministre du sport, Olivier Boko qui est un très proche du pouvoir en place au motif de détention illégale de devises et atteinte à la sûreté de l'État. Bon, ils sont des présumés coupables pour l'instant puisque le dossier est en instruction et n'a pas encore connu une suite. Donc, il est vrai que cela anime aussi beaucoup de polémiques et focalise aussi beaucoup d'attention, mais je crois qu'il y a urgence à faire pour que ces différents dossiers qui vicient l'atmosphère politique puissent être vidés pour que le vivre ensemble qu'on observe au Bénin et qui a dépassé les frontières. Parce que quand on dit les pays de l'AES, bon, il est vrai qu'aujourd'hui, l'ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger n'a pas encore été totalement une réalité, mais cela n'a pas empêché les frères nigériens et béninois de vivre dans la symbiose de manière fraternelle. Quand je fais un tour au marché de Bengor où les Nigériens constituent une forte
communauté, on ne sent pas la différence. Donc, cela veut dire que nous avons un capital en matière de vivre ensemble à vendre. Et ce capital, on ne saurait permettre à n'importe quel système politique de venir détruire cela. Donc, nous devons renforcer ce vivre ensemble entre les pays. J'ai seulement pris le cas du Niger. C'est pareil pour le Togo, c'est pareil pour Guinée, le Mali. Nous devons renforcer ce vivre ensemble. Nous devons renforcer cette collaboration pour la prendre comme un repère, comme un capital très important dans nos politiques de développement pour constituer un État africain solide, fort, pour constituer des nations assez solides où on a des frontières visibles, mais que dans la pratique, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire ce sens de panafricanisme, parce que quand je parle de panafricanisme, pour moi, il n'y a pas de frontières. Mais étant donné déjà qu'on a atteint cet état d'esprit des choses pour nous diviser davantage, que nous-mêmes prenons maintenant la mesure de cette déviance, de cette erreur qui a été commise par le passé, par le colonisateur, juste gérer les intérêts autour de nous. Nous devons maintenant prendre conscience et savoir que nous devons franchir un grand pas. Et franchir le grand pas, c'est aller au-delà de toutes les considérations, de tout ce qu'on pourrait faire pour nous empêcher d'être unis, d'être forts. Parce que quand on sait que quand on est unis, on est fort, on échappe à la domination, on échappe aux manipulations et on ouvre la porte à la construction d'une Afrique épanouie, d'une Afrique unie et d'une Afrique prospère où les réalités socioculturelles constituent des repères pour le vrai développement. Mon Dieu, on aurait pu passer des heures et des heures à discuter. Comme vous avez vu, j'ai dû faire un choix éditorial pour ne pas traiter certains sujets qui méritent plus d'attention parce que il y a des sujets, il faut aller vraiment en profondeur pour ne pas non plus alimenter, en fait, certaines émotions sur la toile. Et comme tu as si bien dit, Nikes, c'est une chaîne qui se veut une chaîne sérieuse, donc on ne veut pas alimenter des sentiments, des émotions pour simplement le faire. On veut dire les choses, on veut aller avec des preuves ou des capacités de s'asseoir sur des choses solides. Et donc, on se redonne un rendez-vous pour la prochaine fois, probablement pas pour le dimanche d'après, mais on va continuer à suivre les dossiers et justement, je t'inviterai de nouveau à participer avec nous sur une discussion aussi profonde. Alors, Nikes, merci encore. Je vais te laisser nous inspirer sur tes paroles pour clore cette interview-là. Non, c'est à moi de te remercier pour cette opportunité qui m'a été offerte pour émettre mon point de vue, pour permettre à certaines personnes d'avoir une idée de ce que je pense par rapport aux différents sujets qui ont été abordés lors de l'interview. Et comme nous sommes ouverts aux reproches et favorables aux voix de contradiction, on se donne rendez-vous pour la prochaine occasion qui sera une très belle, qui va nous permettre de vendre la prospérité partagée, qui va nous permettre de vendre une Afrique unie, qui va nous permettre de vendre des démocraties fortes. Et je crois que c'est de ça qu'il est question. Et je te dis encore une fois merci. Merci à tous ceux qui portent cette chaîne dans leur cœur. Merci pour tout ce que tu fais pour l'expression libre, pour la lumière à travers des informations vraies et crédibles par rapport aux voix de contradiction qui s'expriment. Je te remercie. Merci encore à Monsieur Nikes Azomaou. Merci à vous d'avoir été là et de nous avoir suivis avec autant d'attention. Donc, je vous laisse comme d'hab avec beaucoup d'amour. Bisous, caresses. Je vous dis Kembejam Palagé et continuez de nous supporter. Et prenez le temps aussi, je vais essayer de mettre le lien pour que vous suiviez aussi notre frère Nikes Azomaou. Donc, le quotidien La Couronne. Donc, avec sa permission, je vais mettre ce lien-là. Vous pouvez aussi tranquillement aller visiter, voir ce qui se passe au quotidien sur la scène sociopolitique et bien d'autres choses concernant le Bénin. Kembejam Palagé, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. Bye.